Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-09. Nous allons commencer par une œuvre pour orchestre, une série d'œuvres pour piano et orchestre, assez décevante dans l'ensemble, mais tout de même une belle découverte que nous verrons à la fin de cette lettre. Commençons par un poème symphonique de Benjamin Dahl, The Flowing Tide, qui date de 1943. Alors, une œuvre vraiment très décevante, un très long poème symphonique, plus de 30 minutes, qui présente une orchestration vraiment très peu variée, dans une sonorité sourde qui est vraiment très peu lisible, sans être vraiment cacophonique, et une thématique extrêmement répétitive, très, très simple, voire simpliste, et de temps en temps, eh bien, quelques passages un petit peu plus volubiles. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette œuvre dans laquelle on ne discerne aucune influence particulière. Nous passons à une fantaisie pour piano-orchestre de Louis Dumas datant de 1908. Alors une œuvre un peu plus intéressante tout de même, mais à mon avis décevante. Alors c'est une fantaisie qui au premier abord est très brillante, mais au fur et à mesure des auditions, eh bien, cette virtuosité donc qu'elle présente, ce brillant, ne me convainc pas. Il n'y a pas de structure thématique solide, il y a uniquement des bribes sans lien qui, à mon avis, ne témoignent pas d'une inspiration affirmée. Alors, sur le plan tonal, on a toujours l'impression que les sonorités ne sont pas très nettes. Alors pas vraiment des dissonances, mais une impression de partition qui n'est pas très propre, et en particulier la concordance tonale entre l'orchestre et le soliste. Alors le soliste peut être, comme je l'ai dit, très brillant, et il peut s'épancher à l'occasion de certains passages en des traits de virtuosité, et même de très haute virtuosité, mais qui m'apparaît assez vaine. Alors la difficulté pour juger une telle œuvre, c'est que, étant donné qu'elle s'intitule Fantaisie, on peut imaginer que cette structure composée de bribes sans lien puisse se justifier. Néanmoins, je ne pense pas que ça permette d'aboutir à une œuvre qui véritablement présente un intérêt. Donc pour cette œuvre, eh bien, j'ai mis une étoile tout de même. Nous en arrivons à Fleury-Urs Joseph, un concerto pour piano-orchestre qui est appelé Concerto romantique datant de 2011. Alors ici, j'avoue vraiment avoir rencontré rarement des œuvres qui me paraissent aussi pauvres sur le plan musical. Alors aussi bien le soliste que l'orchestre. Alors c'est un ensemble qui est assez informe, pesant, des accords assez désagréables, c'est-à-dire assez dissonants, qui sont assénés perpétuellement, et une thématique qui est vraiment indigente. Alors néanmoins, un petit rayon de lumière, et bien quelques notes qui peuvent présenter un semblant de lyrisme un peu rêveur dans le second mouvement, mais on retombe vite dans cette espèce de marécage inconsistant d'une thématique qui est traînante et qui n'affirme pas la moindre ambition musicale. Et nous en arrivons à Julio Gomez, un concerto pour piano-orchestre, concerto lirico datant de 1942. Alors, ce concerto est un peu meilleur que le précédent, mais il présente aussi des insuffisances très problématiques. Et en premier lieu, eh bien, ce sont des constantes disharmonie que nous avons trouvées dans la plupart des concertos précédents, et qui sont bien la marque du modernisme. Et ces disharmonies ne représentent pas du tout une richesse harmonique, bien au contraire. C'est très dommageable pour cette œuvre parce que par ailleurs il peut y avoir d'excellentes parties,
Et les deux premiers mouvements se présentent comme une suite de variations, et ces variations sont parfois réussies, parfois peut-être un peu moins. Un peu répétitives dans l'ensemble. Alors le soliste, et c'est ce qui est étonnant, il se révèle parfois virtuose, et notamment dans le dernier mouvement. Alors on doit signaler une cadence à la fin du premier mouvement également. Donc au final, thématiquement, l'œuvre pourrait être défendable s'il n'y avait pas ces perpétuelles disharmonies. Gubitosi Emilia, 1887-1972. Alors c'est un concerto qui paraît d'une très grande maturité, d'une grande complexité sur le plan compositionnel, et des effets qui sont très élaborés aussi bien à l'orchestre qu'au soliste. On peut considérer que ce concerto est un concerto moderne, même par rapport à son époque, puisqu'il est composé en 1917, et moderne au sens très positif du terme. Alors il s'appuie sur un thème principal dans le premier mouvement et le dernier mouvement, qui est dérivé d'un thème visiblement à sonorité russe, néanmoins très fortement personnalisé et très fortement complexifié dans son traitement. D'une manière générale, le soliste se révèle extrêmement virtuose, notamment par le déploiement d'effets, de gammes, etc. Donc très complexe et toujours très congruent dans ses effets. Néanmoins, la cadence pianistique qui apparaît dans le troisième mouvement n'est, à mon avis, pas vraiment à la hauteur de ce qu'on aurait pu entendre par rapport à l'ensemble de la prestation. Le découpage maintenant est assez bizarre. Là, on a un mouvement lent qui n'est pas d'un très grand intérêt, assez plat, qui ne constitue qu'un intermède assez statique. On pourrait considérer que ce concerto donc, est en un seul mouvement, les trois mouvements s'enchaînant, et d'ailleurs, le découpage apparaît extrêmement bizarre puisque le thème du premier et du troisième mouvement donc, sont identiques, et puis surtout c'est la place des parties lentes et des parties rapides qui posent problème. Voilà pour l'ensemble de ce concerto, donc il faut retenir tout de même que c'est un très grand concerto, et je me suis laissé aller à mettre la mention exceptionnelle au premier mouvement. Alors on reprend Paolo Boix Manuel Concerto Drammatico que j'avais déjà présenté le mois précédent, mais je l'ai tout de même un peu revalorisé. Hein, c'est la raison pour laquelle nous allons présenter de nouveau. Alors une œuvre écrite dans un style très tonal, inégal, parfois quelques cacophonies, notamment dans le dernier mouvement. Alors on a un premier mouvement qui est assez varié dans ses effets symphoniques, et une première partie qui est remarquable, mais malheureusement la partie suivante apparaît beaucoup moins inspirée. Alors c'est le soliste principalement donc qui prête à ce mouvement son intérêt, un soliste qui apparaît tout de même très virtuose. Et la cadence virtuose qui le termine donc paraît malheureusement un peu statique par rapport à l'ensemble, et à mon avis pas tellement convaincante, et cela malgré quelques traits réussis. Alors le second mouvement est un peu faible, n'impose aucun motif. Néanmoins, sur l'ensemble, eh bien, j'ai tout de même accordé 2 étoiles, la mention donc bon ou très bon au premier mouvement, qui se détache tout de même des autres mouvements. Alors une remarque générale sur ces quelques concertos que nous venons de voir. Alors mis à part celui d'Emilia Gubitosi, celui de Fleury Urs Joseph, celui de Julio Gomez, également celui de Louis Dumas. Et alors souvent ces concertos s'intitulent alors soit concerto drammatico, concerto lyrique, romantique, etc. Et non, à mon avis, pas tellement les caractéristiques qu'ils affirment dans leur titre. Alors, il me semble que les compositeurs ne sont pas toujours conscients
ils sont dans un modernisme qui est extrêmement éloigné des canons romantiques ou lyriques. Dans un autre sens, ces compositeurs, pour la plupart, et on l'a vu à propos de Julio Gomez, mais aussi de Palo Boix, ces compositeurs ont conscience que lorsqu'ils écrivent un concerto pour piano orchestre, eh bien, ils doivent faire valoir le soliste, donc c'est-à-dire qu'ils doivent réaliser une performance compositionnelle sur le plan de la virtuosité, et c'est ce qu'ils essaient de faire tout de même. Ce qui constitue un point très positif à mon avis. Et nous terminons par deux très belles mélodies au piano de Mikhaïl Zubov, un compositeur qui est vraiment très peu connu. Donc Evening in Kuznetsov, qui nous rappelle tout à fait le style du 19e siècle, mais qui comporte son originalité. Et In the Kuznetsovsky Garden Waltz, qui est une belle valse, donc présentant des accents de nostalgie, mais peut-être moins marquante que l'œuvre précédente. Voilà pour terminer cette lettre mélomane 2020-09.